allons parler de cryptographie post-quantique. C'est un sujet à la mode. Ça va comme ça, oui. C'est un sujet à la mode. Il faut quand même faire attention à tout ce qu'on lit dans la presse. Voilà une page du 2 avril de Science et Vie. Et en fait, si on lit l'article, elle pourrait servir à craquer la totalité des codes qui protègent notre quotidien. C'est exagéré, c'est beaucoup trop fort. Ce n'est pas la totalité des codes. Le chiffrement est bien, moyennant de petites modifications sûres. Et ce qui est plus en cause, c'est l'échange de clés, ce qui est quand même important, et la signature. Donc, ceci est faux. Comme malheureusement beaucoup d'articles journalistiques. Je suis désolé, j'y participe, mais même ici, le titre c'est Chiffrement quantique, alors que je ne vais pas parler de chiffrement quantique. Désolé. Voilà. Voilà, alors bon, un article qui, lui, est bien fait, qui est un spécialiste de l'INRIA qui est là-bas, c'est dans The Conversation, de la cryptographie à l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, pourrait-elle changer le monde? Ça, il faut le lire. Bon, alors, une courte histoire de la cryptographie. Bon, c'est un usage ancien, militaire, le gouvernement, de diplomatie. Il y a plein de systèmes, plein de généralisations. Et à la fin du 19e siècle, on peut affirmer que tout était cassé. Ça, c'est vrai. C'est déjà au moins arrivé une fois dans l'histoire. Puis il y a eu la mécanisation, l'énigma, en 1915. Puis il y a eu le code de Vernam 1917, le seul qui est connu comme étant incassable. Et finalement, l'énigma est cassé, c'est l'origine des ordinateurs. Il y a eu une opération immense pendant la guerre 40-45 d'écoute par les États-Unis, mais pas seulement, par la Suède, etc. Et ça, c'est l'origine des ordinateurs IBM. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ordinateurs avec la cryptographie. Bien. Alors, la cryptographie civile et militaire n'ont pas tout à fait la même histoire. Mais malgré tout, il y a un certain nombre de points de repère. Principe de Kerckhoff, tout peut être public, sauf la clé secrète. Shannon a établi la plupart des bonnes théories pour le chiffrement à clé secrète. Puis il y a eu les clés publiques, le RSA, les courbes elliptiques. Et par contre, au niveau public, un usage très limité légalement aux USA jusqu'en 1996. Et en France, faut-il le rappeler, 98, ce qui est quand même pas si vieux que ça. Alors, courte histoire des ordinateurs, les algorithmes cryptographiques deviennent des programmes, les ordinateurs sont aussi utilisés pour casser les codes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire casser les codes? Dans le pire des cas, c'est énumérer toutes les clés. Alors, il y a environ 2 exposants 25 secondes dans une année. Imaginez que vous utilisez 1 milliard de puces, ça existe, à 1 milliard de chiffrements à la seconde, ça fait 2 exposants 85 si vous utilisez ça pendant 1 an, ce qui veut dire qu'utiliser une clé secrète à 128 bits, c'est OK, vous avez de la marge. Voilà, ça c'est la cryptographie classique vue en 2 minutes. Alors, les ordinateurs quantiques, c'est une idée du physicien Feynman, donc c'est 1982. Donc, on parle des ordinateurs quantiques depuis plus de 40 ans. Il faut bien se souvenir de ça. Alors, on utilise certains effets quantiques, superposition des états, pour accélérer les calculs. Alors, utiliser les effets quantiques, ça marche très bien pour certaines choses. Il y a des diodes qui fonctionnent comme ça. Les transistors fonctionnent avec l'effet quantique. Et donc, il n'y a pas de problème. Les effets quantiques, ça marche. Maintenant, il faut savoir les utiliser pour faire d'autres choses. Alors, c'est très utile aujourd'hui pour les simulations. Par contre, et c'est le sujet de ceci, en cryptanalyse, ce n'est vraiment pas clair, mais il vaut mieux être prévoyant. Voilà.
Alors, il y a une notion importante pour l'ordinateur quantique, c'est le qubit. Alors là, dans la presse, désolé de le dire, il y a une confusion totale tout le temps et les firmes le font tout pour rendre ça confus. Il y a le qubit logique et le qubit physique. Alors, physique, ça veut dire celui qui est réellement réalisé, et logique, ça veut dire celui qui fonctionne réellement vu de l'extérieur. Alors, ce n'est pas un 1, c'est 1 pour 100, 1 pour 1000, et plus les calculs sont compliqués, plus la proportion croît. Et donc, voilà. Quand on vous dit que vous avez un ordinateur quantique de 1000 qubits, on y est à peu près, physique. Il est possible, s'il est mal foutu, qu'on puisse réaliser qu'un seul qubit avec. Et pas grand-chose, donc. On fait mieux, hein, mais voilà. Alors, un peu l'état des lieux. Il y a énormément de projets dans le monde. C'est un bon moyen d'obtenir des financements, soyons clairs. Comme l'était la cryptographie classique avant, on disait je fais la cryptographie classique. Ben, pas du tout, mais non, dans le projet, c'est marqué. Il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de démos et surtout beaucoup de roadmaps. C'est un grand générateur de roadmaps. Bon, alors voilà une. Ça, c'est un sondage de l'an passé où on demande quelle est la probabilité à un certain nombre de personnes que le RSA a 2048 bits, ce qui est en dessous de la norme actuelle, je rappelle, c'est 3000 bits. Est-ce que ce sera cassé dans 5 ans? Il y a... Bon, voilà, ça c'est 50%, ça c'est 30%, donc dans 5 ans, il y a un an, pratiquement personne ne dit. Ce n'est seulement que dans 20 ans, donc ceci est un sondage, hein, qu'il y en a qui estiment que ce sera cassé à 99%. Donc, il faut bien voir, ça c'est une impression, hein, c'est un sondage, qu'on n'est peut-être pas si près d'être cassé, mais qu'il vaut mieux évidemment préparer l'avenir. Bon, alors, voilà, ceci c'est le nombre de recherches faites sur Google sur le mot-clé quantum computing et post-quantum computing. Quantum computing, les gens cherchent beaucoup. Post-quantum, calme plat. Donc, on ignore. Voilà, alors, le roadmap, hein, j'en avais dit, voilà, c'est d'IBM. Donc, on est en 2023. Donc, normalement, ils vont sortir, ou c'est sorti, je n'ai pas vérifié aujourd'hui, ce qu'on appelle Condor. Et Condor, c'est un peu plus de 1000 bits physiques. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal, c'est vrai, on fait que croître. Vous voyez qu'en 2019, ils étaient à 27. Donc ça croît doucement. Alors, l'endroit où ça pourrait être vraiment très important, c'est quand on obtient 100 000 ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pas encore suffisant, mais ça devient vraiment très important. Et là, le truc, c'est 2027 plus. Donc, en fait, on n'en sait rien. Alors, voilà une autre roadmap pour les qubits physiques, je rappelle. Donc, on est à peu près ici. Et là, c'est IBM. Vous voyez les autres. Bon, il y a un certain nombre de sociétés. Et visiblement, le 1000, c'est le maximum pour aujourd'hui. Et en fait, c'est moins pour la plupart. Hein. Bon, donc, ceci ne suffit pas à factoriser loin de là. On va le voir après.
Alors, encore une ici, ça vient comment, de la société de consultance Little, et ça correspond aussi. Donc, en fait, il faut être clair, personne ne prévoit de vrai cassage dans la version la plus optimiste avant 2030. Plus ou moins. Voilà, donc voilà où on en est. Encore un ici, où on a mis ça autrement avec le nombre de qubits, avec le problème des erreurs, parce que le problème entre logique et physique, c'est que les physiques font beaucoup d'erreurs. Donc on doit obtenir un taux d'erreur faible en mettant ensemble un grand nombre de qubits physiques. Alors pour que le RSA, par exemple, soit cassé, ben, on doit avoir entre 1 million et 10 millions, et on doit avoir un taux d'erreur de 10-4. On en est loin. Voilà. Alors il y a déjà moyen aujourd'hui, si vous voulez, de coder un ordinateur quantique. Le problème n'est pas là du tout. Le problème, c'est que ça doit en avoir un vrai qui fonctionne bien, etc. Voilà du code. Bon, alors, petite parenthèse, pour de nouveau éviter toutes les confusions, ce qu'on appelle la cryptographie quantique, ça utilise bien sûr les effets quantiques, mais ça n'a rien à voir en tant que tel avec la cryptographie post-quantique. Autrement dit, vous n'allez pas savoir casser la cryptographie quantique avec un ordinateur post-quantique, comme j'ai vu il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà. Donc, c'est l'utilisation de la mécanique quantique, donc la physique. On utilise des photons, on utilise des particules intriquées, donc qui sont reliées entre elles instantanément. Ça permet de faire deux choses, pas plus. Contrairement à tout ce qu'on raconte, ça veut dire, on peut distribuer des clés secrètes. Ça, c'est un protocole qui existe. C'est Bennett-Brassard. C'est un protocole qui existe depuis près de 40 ans et qui est utilisé avec des satellites Milsius, etc., à très bas altitude. Et ça permet, plus ou moins bien, de générer des nombres aléatoires. Quand je dis plus ou moins bien, ça veut dire que la distribution générée n'est pas nécessairement uniforme, mais c'est suffisamment au hasard que si c'est corrigé, on obtient une distribution uniforme. Il faut corriger, il ne faut pas l'oublier. Donc, rien de plus. Ce qui veut dire que si vous voulez savoir d'où vient le photon, de qui il vient, eh bien, vous devez employer une signature classique. Si vous voulez chiffrer des hauts débits, ben vous devez vous distribuer par la mécanique quantique, donc par la cryptographie quantique, la clé secrète, vous l'engendrez, vous la distribuez, et puis vous employez après le système classique. Donc, on est vraiment dans les systèmes hybrides pour le futur, et toutes les expériences décrites, même les plus sensationnelles par les gens de Vienne et de Chine, ils faisaient ça. Mais évidemment, on mettait que cryptographie quantique, parce que ça fait mieux, ne fût-ce que pour les financiers. Bon, alors maintenant, venons-en à la cryptanalyse quantique. Donc, comment casser des codes? Alors, il existe deux techniques, deux algorithmes. Un, c'est de Shor, c'est un chercheur qui était au Bell Labs à l'époque et qui est maintenant au MIT. Et donc, lui a proposé un système de factorisation des entiers en temps polynomial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez un précalcul qui est fait avec des ordinateurs classiques. Après ça, vous cherchez un cycle avec des ordinateurs quantiques. Et puis après ça, vous faites du post-traitement, de nouveau avec un ordinateur classique. Donc, il faut voir si l'ensemble est cohérent au point de vue dimension, au point de vue vitesse, etc. Ce n'est pas nécessairement évident. Alors, il y a l'autre technique, c'est le chercheur Grover. Là, c'est une technique assez astucieuse
d'énumération. Ça veut dire que si vous avez un grand tableau, une base de données, eh bien, vous pouvez trouver un élément très rapidement dedans et dans des ensembles énormes. Et ça permet éventuellement de casser les fonctions de hachage et éventuellement les fonctions de chiffrement classique. Alors, quel est le gain pour Grover? Ben, en vitesse, c'est la racine carrée. Ce qui veut dire concrètement que pour contrer ça, ben, il suffit de doubler la longueur des clés. Et c'est fini. Alors, il y a eu une attaque, enfin, un article récent par des chercheurs qui, soi-disant, utilisent Grover et accélèrent. Cet article, d'abord, n'a pas encore été reviewé, et deuxièmement, il n'est pas clair du tout qu'il est correct, et les plus compétents dans le domaine disent qu'il n'est pas correct. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est pour dire qu'il faut poursuivre, ce n'est pas évident. Bon. Alors, qui est-ce qui... Ben donc, on va comme il est possible qu'un certain nombre d'algorithmes soient cassés, ben on va imaginer des nouveaux. Donc, c'est la cryptographie post-quantique. Je n'aime pas beaucoup le mot post-quantique parce que quand ces algorithmes vont être publiés, il est possible qu'on ait des ordinateurs quantiques et donc c'est des algorithmes qui vont être utilisés pendant la période des ordinateurs quantiques. Donc, ce n'est pas post, c'est durant. Donc, c'est un problème de vocabulaire déjà qui n'est pas très bon. Donc, moi, je préfère le mot quantum résistant, résistant quantique. Voilà. Alors, bon, les nouveaux, il y a beaucoup de recherches, notamment qui ont été faites en France. La France a beaucoup participé. Je suis belge, la Belgique a beaucoup participé aussi. Donc, c'est de nouveau, comme d'habitude, des contributions qui viennent d'Europe au service des États-Unis, pour une grosse partie. Alors, les algorithmes sont extrêmement sophistiqués, sont basés sur des mathématiques que pas grand monde connaît, sauf des bons chercheurs. C'est souvent moins joli, entre guillemets, que le RSA ou d'autres, que les courbes elliptiques. Avec le RSA, vous savez à peu près tout faire. Vous savez faire de la signature, vous savez faire du chiffrement, de la distribution des clés, etc. Il n'y a pas beaucoup d'algorithmes aujourd'hui qu'on a imaginés post-quantiques qui ont les mêmes propriétés et en tout cas pas aussi rapides ou en ayant des clés aussi courtes. Donc il y aura un prix à payer, soit la vitesse, soit la longueur des clés. Alors si les clés sont très longues, ben, c'est un peu embêtant pour faire la distribution des clés. Bon, voilà. Alors, qui résiste, qui ne résiste pas? Ne résiste pas si, dans le cas où tout va venir et va être bon, mais le RSA, les courbes elliptiques et la plupart des versions des algorithmes de Diffie-Hellman, donc d'échange de clés. Par contre, résistent très bien les fonctions de chiffrement. Donc, si vous employez de l'AES 256, eh bien, vous êtes déjà post-quantique, sans le savoir. Si vous employez SHA-256 ou SHA-3, donc ça veut dire avec une empreinte d'au moins 256 bits, eh bien, c'est pas mal non plus. Alors, c'est encore mieux si c'est avec une empreinte à 512 bits, ça existe. Et donc, il y a plein de logiciels qui sont déjà post-quantiques dès le moment où on ne fait intervenir que les fonctions de chiffrement classiques et les fonctions du hachage. Donc, ce n'est pas si catastrophique que ça, sauf que le RSA est utilisé partout et qu'il y a plein d'endroits où on utilise des fonctions qui ne sont pas très, très, très bonnes. Bon, donc ça, je viens déjà de décrire, c'est un peu plus détaillé ici. Donc, vous voyez, le problème aussi, je commente ceci, c'est qu'évidemment, si le jour où un ordinateur quantique existe et casse des fonctions, il faut voir combien d'exemples il peut casser. Alors, je vais vous décrire un exemple bien pratique qui a été décrit il y a 2 ans. Imaginez que vous avez la surface d'ordinateur de la NSA, vous mettez là-dedans, sur cette surface-là, le plus grand nombre d'ordinateurs quantiques possibles
du futur, eh bien, vous allez casser une clé par semaine. C'est à peu près l'état des lieux aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est si grave que ça, que l'on casse une clé par semaine? Bon, c'est pas bon, évidemment. Comment éviter le problème? C'est d'avoir plus de clés. C'est de ne pas avoir une clé maître dont dépend plusieurs millions de clés. Il faut simplement avoir peut-être plus décentralisé, plus distribué, et vraisemblablement, c'est pour le futur une méthode de mitigation. Bon, voilà. Alors, la NSA a fait le service secret américain en août 2015, où les annonces en cryptographie, ça se fait toujours au mois d'août. Pas parce que c'est les vacances, mais parce que la plus grande conférence de cryptographie a lieu au mois d'août. Donc le NIST a dit, ben voilà, donc c'est vieux, hein, ça fait bientôt 8 ans, voilà, minimum pour le RSA 3072 bits, etc. Bon, tout le monde ne fait pas ça. Donc tout le monde aujourd'hui est en dessous. Pour le RSA, la norme c'est 2048 bits. Donc vous êtes dans la zone sensible. Les termes du NIST, c'est obsolète. Bon, voilà. Alors il faut savoir, vous me dites, ça tombe du ciel, tout d'un coup, non, pas du tout. En janvier 2013, et cette information n'a pas été publiée dans la presse européenne, il y a eu un colloque secret en Californie où il y a eu 40 personnes, 20 de la NSA et du DOD et 20 de grandes sociétés comme Microsoft, Intel, etc., et quelques académiques. Alors, il y avait 3 Européens à cette réunion secrète, et j'en étais. Et je suis celui qui a obtenu le compte-rendu. Et donc, le sujet, c'était quoi? Qu'est-ce qui se passe si le RSA est cassé? Alors, donc, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, mais figurez-vous qu'à l'époque, on n'a pas parlé du tout d'ordinateur quantique, mais c'était un test pour voir quelles étaient les catastrophes. Alors, je vais vous donner un exemple de catastrophe qui pourrait faire réfléchir. Donc, il y avait un des responsables, c'est pas le responsable principal de Microsoft qui était là, et il a dit, vous savez, on a regardé pour cette réunion l'ensemble des usages de la cryptographie qu'on faisait dans Windows 7. Et on a trouvé 60 endroits où on ne sait pas à quoi ça sert, la cryptographie, et donc on ne sait pas par quoi le remplacer. Alors faites un peu cet examen aussi si vous avez des produits. Est-ce que vous êtes bien sûr que vous savez exactement pourquoi vous utilisez ça? Donc, c'est bien dit, 60. Hein. Voilà. Première conclusion, un peu étonnante, les algorithmes utilisés par Bitcoin sont obsolètes depuis 2015. Vous le saviez-vous? Oui, OK pour le SHA-256, pas OK pour la signature, donc la preuve de possession et des CSA. Et alors, il faut savoir aussi, c'est un peu plus surprenant, donc ils emploient RIP MD 160, qui convertit la clé publique vers l'adresse, hein, si on emploie les normes de Bitcoin, etc., le RC20, etc., eh bien, tout ça est obsolète. C'est un peu troublant. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'on a remplacé il n'y a pas longtemps l'algorithme de signature par Schnorr sur Bitcoin et on n'a pas fait attention à ceci. Bon, alors ça a émergé un peu partout. Donc voilà, un premier rapport des services secrets allemands, en juin 2020. L'ANSSI a été plus en avance encore en avril 2022. Et donc, il a dit ce qu'il fallait faire pour la migration. Donc, c'était plus dire, vous savez, il faudrait le faire, mais voilà comment on le fait. Des sociétés aussi. Enfin, ça, c'est des Anglais. Il faut se préparer.
L'ISO, CMI, il y a un groupe de travail. L'IETF, CMI, il y a aussi un groupe de travail, etc. Donc, il y a, on en découvre de plus en plus. Google emploie maintenant la cryptographie post-quantique pour ses communications internes, pour tester. Et donc, il y a plein de mouvements de standardisation. Alors, ce n'est pas évident du tout, parce que, comme je l'ai dit, les clés sont plus longues, et il y a plein de protocoles ISO où les clés sont de longueur assez fixe. Et donc, on ne sait pas, même au chausse-pied, on ne sait pas les mettre dedans, donc il faut modifier. Donc, on doit avoir tous des nouveaux standards flexibles. C'est même un sujet principal. Alors, il y a déjà des recherches sur les attaques physiques, parce que, bien sûr, on va devoir implémenter, et ces algorithmes ne sont pas nécessairement conçus pour résister à ça, même si c'était un des critères, mais bon, il n'y a pas eu des études approfondies. Alors, bon, d'après des estimations, si on va vers la cryptographie post-quantique, dans les prochains 10-20 années, on va devoir non pas modifier, parce que ce ne sera pas possible, remplacer, oui, environ 20 milliards d'engins, et je ne parle pas de l'IoT. Hein. Donc c'est beau marché de remplacement. Alors la société qui s'occupe, enfin le groupe qui s'occupe du GSM s'y est mis aussi, donc c'est récent. Voilà une réunion de l'ETSI qui est liée, avec des transparents, avec le timeline, etc. Au Luxembourg, ils s'y mettent aussi. Il y a plein de sociétés, je n'ai pas le temps d'en dire beaucoup plus, mais vous aurez mes transparents si vous voulez. Alors, ça se continue par un appel aux fonctions cryptographiques, donc un an après, toujours au mois d'août, de août 2016. Alors, finalement, bon, après sélection, il y a une bonne cinquantaine d'algorithmes qui ont été proposés. Il y a eu 3 tours. Et donc, on approuve un certain nombre d'algorithmes pour la signature et la distribution de clés. Et la sélection, globalement, s'appelle la suite 2.0 de la NSA des algorithmes. Donc ça s'appelle le CNSA 2.0. Donc ça, il ne faut pas oublier. Donc c'est la suite des algorithmes à utiliser comme post-quantique. Alors il y a un bug, il y a un GAC. Bon, mais avant ça, je vous donne la timeline, parce que ça, c'est le transparent le plus important. Donc ceci vient de la NSA, approuvé par le NIST. Eh bien, la timeline, elle commence en 2022, figurez-vous. Et en fait, c'est urgent parce qu'ils disent qu'il faut protéger, avec de nouveaux algorithmes, la signature des firmware de logiciels. Vous voyez un peu tout là. Donc ça, en dur, ça veut dire il faut l'avoir comme défaut et préféré. Donc ça peut être hybride, mais il faut l'avoir. Ben, ce que vous voyez là, c'est 2025. C'est pas beaucoup hein, pour changer, flexibiliser, etc. Et donc voilà. Donc ils espèrent que tout soit en ordre dans 10 ans. Bon. Conséquence, pour tout ça à long terme, ben, il y a des problèmes avec les standards, il y a des problèmes avec les compatibilités. Alors, bon, le NIST a annoncé des processus. Je vais assez vite. Problème, c'est que une semaine avant l'annonce des algorithmes, il y en a un qui est cassé. Et cassé, ça veut dire en un week-end, on trouve la clé.
Deuxième annonce de cassage, mais là c'était après l'annonce officielle. Il y en a aussi qui ont été cassés, et là c'est en 1 heure. Donc c'est pas tout à fait mûr, hein, comme vous pouvez voir. Alors, point important, désolé, point important pour vous, Biden, donc le président, a fait un mémorandum, il date de 4 mai 2022, en disant qu'il faut mitiger les risques de cryptographie vulnérable et que donc il va falloir faire un effort immense au niveau des États-Unis. Voilà l'ordre. Avec le mode d'emploi et un ordre absolument ahurissant pour mai 2023, bien entendu. Toutes les agences fédérales devront fournir la liste des systèmes cryptographiques vulnérables, au sens où je viens de le dire. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais voilà. Bon. Alors, nous dans Le Monde, j'ai publié un article pour un peu avertir le 22 mai 2022, il y a presque un an. Presque personne n'a réagi. Enfin, Le Monde l'a quand même publié. Que faire quand la France y met. Donc, il y a, au mois de décembre 2022, la France a transmis son premier message diplomatique en cryptographie post-quantique avec une société qui est ici, OFIC. Le Congrès, lui, il s'y est mis en disant il faut agir. Voilà. La loi stipule la cryptographie est essentielle, ça va très vite, et il faut une stratégie pour la migration. Bon, ça veut dire quoi concrètement? C'est que dans 2 ans, environ, on ne pourra plus vendre de produits européens qui comportent de la cryptographie aux États-Unis. Et qui dit USA, dit aussi le Canada, dit aussi en partie l'Afrique et aussi en partie l'Amérique du Sud. Donc, sans blague, il va falloir s'y mettre, hein. Même si on ne croit pas à la cryptographie quantique. Alors, j'ai fini, je fais encore une petite parenthèse. Ça, c'est, quand on voit tout, c'est une stratégie commerciale des États-Unis extrêmement subtile pour contrer l'Europe, pour contrer la Chine. Et la cryptographie n'est qu'un instrument, mais ce n'est pas le point essentiel. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que le directeur de la NSA, je n'ai pas le temps de tout montrer, a dit récemment, vous savez, les ordinateurs quantiques pour casser la cryptographie, je n'y crois pas trop. Je vous assure que c'est vrai. Bon, voilà, merci beaucoup. Jean-Jacques Kiscaté, la session de questions maintenant. Oui, bonjour. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Une petite question, j'ai cru comprendre que donc, les algorithmes du Bitcoin, vous avez dit, ils ont été cassés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a donc pas eu plus de Bitcoin qui ont été dérobés depuis à ce jour? Qu'est-ce que vous en savez qu'il n'y a pas plus de Bitcoin? Moi, je connais 2 cas. Je suis consultant pour la sécurité de Bitcoin, enfin des utilisateurs de Bitcoin, et donc on a fait récemment à plusieurs une enquête sur tous les cas de détournement un peu mystérieux. Et il y a 2 cas où la seule explication, mais je n'y crois pas, c'est que la clé était cassée d'une façon très mystérieuse. Je ne blague pas, hein. Voilà la réponse. Donc, oui, je ne sais pas. Mais c'est dans des enquêtes policières, aujourd'hui, en Hollande, en France, en Belgique, ça a déjà été envisagé. Autre question, c'est pas très rassurant ce que vous dites sur le Bitcoin, alors. Autre question. Ah, oui, alors pour ceux qui ne savent pas, mon nom se trouve dans le papier de Bitcoin, hein, donc la deuxième référence, c'est moi. Allez, question? Non, c'est clair. Je vous invite à applaudir.